Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, comme au cinéma, de Raymond Messon. Bettina n'est pas satisfaite de sa vie. Elle n'est pas satisfaite non plus d'Henri. À mi-chemin entre la trentaine et la quarantaine, elle a des cheveux châtains, assez ternes, quelques fausses dents et, bien ancrée au fond du cœur, la certitude d'offrir une ressemblance certaine avec Martha Myers, la grande vedette de cinéma. En fait, Bettina n'offre aucun point commun avec la moindre actrice. Mais qui oserait lui affirmer le contraire? Quant à Henri, son époux, c'est un petit bonhomme chauve et replet d'âge mûr et de comportement pantouflard, dont la seule originalité est de porter une moustache en brosse et de nourrir une passion profonde pour les plantes qu'il s'obstine à faire pousser dans une étroite bande de terre à l'ombre de leur petit pavillon. Il est très attaché à sa femme qu'il aime d'un amour myope et obstiné. Bettina, elle, ne l'aime pas. Elle a bien vu qu'elle avait fait une erreur en l'épousant 3 ans plus tôt, mais à l'époque, elle n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle était arrivée sans un sou en poche dans la petite ville où ils demeurent actuellement, et le seul endroit où elle avait pu trouver du travail était une petite pension de famille. Là, elle servait à table et accomplissait des tâches domestiques, ce qui lui semblait doublement dégradant. Nul parmi les pensionnaires ne semblait se rendre compte, non seulement qu'elle ressemblait à la célèbre Martha Myers, mais tout simplement qu'elle était une jeune femme intelligente et plutôt cultivée, égarée dans cette ville de Rustaud. Non, tous ces gens ne songeaient qu'à manger et à dormir, tout en ronchonnant quand ils estimaient qu'elle faisait mal son service. Pour tout dire, Bettina en avait plus cassé, et plusieurs fois elle s'était retenue pour ne pas leur casser une assiette sur la tête. Elle était donc dans ses charmantes dispositions d'esprit quand elle avait rencontré Henri, le plus banalement du monde. Il avait fait son apparition parmi les pensionnaires. Assez vite, elle avait remarqué ce petit gros timide mais poli qui ne ronchonnait pas et la suivait avec des yeux humides de toutou, tandis qu'elle allait et venait dans la salle à manger. Bien vite, elle avait su ce qu'il pesait. Henri Crumble avait une solide situation, quelques biens au soleil venus de sa famille. Il vivait seul, n'ayant ni frère ni sœur, et ses parents étant décédés, que souhaiter de mieux en période de disette? Un soir, il lui avait fait en balbutiant sa demande en mariage. Pour la forme, elle avait demandé à réfléchir, alors qu'elle connaissait parfaitement d'avance sa réponse. Ce serait oui. Oui à ce gros garçon maladroit et gentil, oui à la sécurité, oui à la vie bourgeoise qu'elle était en droit d'attendre. Le lendemain de leur mariage, elle quittait la pension et emménageait dans leur pavillon, une petite construction d'un autre âge coincée dans des immeubles qui semblaient l'écraser de leur masse. Dans les premiers temps, Bettina s'est amusée de s'entendre appeler Madame Crumble. Et puis, ça a cessé de lui sembler drôle. Henri aussi a cessé de lui sembler drôle. Pour tout dire, assez vite, il est devenu terriblement encombrant. Par chance, tous les jeudis soirs, Henri va faire un billard avec des collègues. En dépit de tous ses efforts, Bettina n'est pas parvenue à le convaincre de les retrouver plus souvent. Quand elle le lui propose, Henri secoue la tête d'un air décidé en déclarant qu'il n'est pas homme à abandonner femme et foyer pour s'adonner au plaisir futile. À ce moment-là, elle lui briserait volontiers un tisonnier sur la tête. Ouais, songe-t-elle souvent. Henri me donne vraiment l'envie de le tuer. C'est pas qu'il soit méchant,
Mais tout en lui m'exaspère. Même le nœud de cravate tout fait qu'il fixe à son col le matin parce que c'est plus simple et moins cher qu'une vraie cravate. Mais c'est son damné jardin dans la cour qui me porte le plus sur les nerfs. Quelle idiotie. Le seul avantage, c'est que je ne l'ai pas obligatoirement sous les yeux quand il soigne ses plantes anémiques. Mais quand il m'appelle pour venir admirer ses chefs-d'œuvre, ça me rend folle de rage. Il faut dire que le soleil ne pénètre pratiquement jamais dans ce jardin, si bien que les plantes s'étiolent vite. Aucune ne reste longtemps en vie, ce qui n'empêche pas ce pauvre Henri de s'obstiner, ravi de voir surgir la plus petite pousse, la plus malingre. Sa vie conjugale étant un échec, Bettina occupe ses longues heures passées dans le pavillon. Henri n'a plus voulu qu'elle travaille, le cher homme, bien sûr, à réfléchir sur son sort. Il faut trouver une solution. Elle ne va tout de même pas s'encrouter ici pendant tout le reste de son existence. Demander le divorce? Ah, ça ne résoudrait pas grand-chose. Enfin, pas dans cette petite ville en tout cas. Henri y a vécu depuis toujours et nul doute que le juge lui serait favorable. Il prononcerait le divorce aux dépens de sa femme et Bettina ne bénéficierait pas d'un dollar de pension alimentaire. D'ailleurs, quel motif pourrait-elle invoquer pour demander la séparation? Henri mène une vie de parfait pantouflard et il serait ridicule de l'imaginer en compagnie d'une autre femme que la sienne. D'ailleurs, qui voudrait de ce petit bonhomme prétentieux et vide, hein? Mais hélas, impossible d'expliquer au juge qu'elle veut quitter son mari parce qu'il est un crétin vieillissant, alors qu'elle est, elle, au contraire, une femme encore jeune et séduisante. Pourtant, c'est la pure vérité. C'est à son visage qu'elle songe encore ce soir, tandis qu'elle lit une revue de cinéma et, pour la 1000e fois, s'extasie sur sa ressemblance avec Martha Myers, la célèbre star. Pourquoi les gens ne la prennent-ils pas pour elle, ou ne lui en font même pas la remarque quand ils la croisent dans la rue, hein? À croire que toute cette ville est atteinte de myopie. Certes, Martha Myers est blonde, plutôt potelée et affectionne les rôles de vente. Mais enfin quoi, le modelé de son visage, les yeux, l'expression, c'est elle tout craché. Soudain, elle sursaute. Henri vient de l'appeler depuis la petite cour. Il est complètement fou. À cette heure-ci, il continue de s'occuper de son misérable massif à la lueur d'une lampe électrique. Non mais c'est d'un ridicule. Bettina, insiste-t-il de sa voix de fausset. Viens voir, je veux te montrer quelque chose. Elle hausse les épaules et se replonge, sans répondre, dans son magazine. Je t'en prie, Bettina, fais-moi plaisir, viens. Oh, amuse-toi avec ton ridicule carré de terre, imbécile, et fiche-moi la paix, songe-t-elle. Mais il s'obstine, l'animal. Viens, Bettina, tu seras contente. Franchement, je t'assure, chérie, viens. Bettina a envie de hurler. Elle sait qu'il insistera jusqu'à ce qu'elle en devienne folle ou se décide à aller contempler son insipide bout de terrain. La dernière fois, il l'a dérangée pour lui montrer triomphalement un ver de terre, signe que le sol était riche. Oh, elle le lui aurait volontiers fait avaler tout cru. Bettina, exaspérée, jette son magazine sur le tapis et se décide à sortir dans la cour. Celle-ci, encaissée entre les murs aveugles des immeubles voisins, est éclairée par la lueur parcimonieuse d'une ampoule nue. Henri, revêtu d'une salopette, se tient près d'un gros tas de terre. Il est en sueur, mais arbore un large sourire. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Questionne sa femme. Mais de mon travail, ma chérie. Bettina s'approche et se rend compte alors que c'est un bécile à creuser un énorme trou de près de 6 pieds dans le sol en terre battue. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Eh bien, ma chérie, toi qui te plains qu'il ne pousse jamais rien ici, tu vas être contente. Je viens de placer un engrais spécial 2 mètres en dessous des plantes que je mettrai en terre. Il remplacera à la fois le soleil et la chaleur. Bettina laisse éclater sa fureur. Espèce d'idiot. C'est pour ça que tu me déranges, pour me montrer un trou avec de l'engrais dedans? Mais tu te fiches de moi. Furieuse,
Elle s'apprête à rentrer dans la maison quand elle s'immobilise. Lentement, elle se retourne, puis examine alternativement son mari et l'énorme trou. Et une idée fait son chemin dans son esprit. Le trou. Oh, mais oui, il est assez grand, certainement assez grand. Son regard se pose sur la pioche, posée à 1 mètre environ d'Henri. Celui-ci lui a tourné le dos, penché sur la fosse. « Tu devrais t'intéresser un peu plus à notre jardin », lance-t-il à sa femme sans se retourner. « Un de ces jours, il sera célèbre. On expliquera comment, sans soleil ni chaleur, j'ai pu faire pousser des plantes ravissantes. » Bettina contemple la nuque de son mari. Dans ce trou où jamais rien ne poussera, pourquoi ne pas commencer par planter Henri? Sans hésiter, sa main se referme sur le manche de la pioche. Après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle, pour constater qu'aucune lumière ne brille à proximité dans la nuit bien noire et que tout est silencieux, elle s'avance sans bruit derrière Henri. « Je suis sûr que tu seras surprise et ravie », poursuit celui-ci inconscient de la menace terrible qui pèse sur lui. Bettina, en retenant sa respiration, lève haut la pioche, puis la bat sur la nuque de son époux. Le petit corps rondouillé d'Henri Crumble tombe lentement dans la fosse, sans un bruit. Bettina repose l'outil et s'avance vers le trou. La mort de cet homme ne provoque en elle aucun sentiment particulier, mais elle prend une expression attristée, exactement comme celle qu'aurait eue Martha Myers si elle s'était trouvée dans les mêmes circonstances. Et les spectateurs auraient certainement eu pitié de cette pauvre épouse, obligée de faire passer son mari de vie à trépas pour se débarrasser de son envahissante présence. Rapidement, Bettina s'empare d'une pelle et commence à rejeter de la terre dans la fosse. Oh, c'est éreintant, mais il faut bien le faire, hein. Personne ne doit retrouver Henri. La loi interdit de tuer des gens, même des crétins comme lui, et Bettina ne tient pas à finir sa vie entre 4 murs. Pour faire bonne mesure, elle remonte en courant et ramène 2 philodendrons dont elle enterre les peaux au-dessus du cadavre. Oh, c'est parfait. On a l'impression qu'ils ont été plantés ici. Une idée lui vient. Pourquoi ne pas améliorer encore cette mise en scène? Elle fait donc plusieurs voyages pour rassembler les plantes de la maison. Il y en a un bon nombre car Henri les aimait tellement. Elle les installe sur ce qui devient peu à peu un très joli petit jardin. Puis elle se recule et juge de l'effet produit. Admirable. Ah oui, ça pour une fois, Henri, qui se lamentait toujours que rien ne poussait dans sa cour, Henri pourrait voir à quoi ressemble le jardin de ses rêves. Quel dommage qu'il soit enterré dessous. Satisfaite, Bettina remonte dans la maison et s'offre une bonne douche bien chaude. Puis, elle revient dans le salon et reprend sa revue de cinéma qui consacre un abondant article à cette chère Martha Myers. Soudain, une pensée lui vient à l'esprit. Quelqu'un ne pourrait-il pas s'inquiéter de ce qu'est devenu Henri? Oui, enfin, il avait beau être aussi insignifiant qu'une souris, n'avoir aucune famille, il possédait néanmoins des amis. Il y a par exemple ses compagnons de billard. Et quand on ne l'aura pas vu pendant une quinzaine de jours, la curiosité s'éveillera peut-être, on se posera des questions. Il y a toujours des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui créent des ennuis aux autres, même lorsqu'il ne s'agit que d'un pauvre crétin comme Henri. Il faut parer à cette éventualité, trouver quelque chose. Le regard de Bettina tombe sur une photo de Martha Myers au moment où l'actrice vient d'apprendre dans le film que le mari volage qu'elle aime tant l'a plaqué pour une autre femme. Entre nous, songe Bettina, il a vraiment mauvais goût, sourien, car Martha est tellement belle, tellement émouvante. Mais oui, mais bien sûr, si elle faisait croire que ce cher Henri s'est enfui
avec sa maîtresse. Évidemment, l'idée qu'il ait entretenu une liaison cachée a quelque chose de comique quand on le connaît. Vite, Bettina glisse une feuille de papier dans le rouleau de sa machine à écrire et tape avec ses 2 index la lettre suivante dont elle a soigneusement pesé les termes. Chère Bettina, je n'ai jamais été digne de toi, mon très cher amour, je le sais bien. J'ai choisi pour finir la solution des lâches. Je m'en vais avec une autre femme qui ne te vaut pas, mais dont je suis digne. Elle n'est ni aussi belle, ni aussi charmante que toi, et n'a pas cette chance que tu as de ressembler à une star de cinéma. Mais comme j'ai toujours pensé que je ne te méritais pas, la logique est rétablie. Je veux que tu sois libre désormais de vivre ta vie. Je suis désolé d'être un lâche et de partir avec une autre. Puisses-tu me pardonner un jour, toi qui es la générosité même. Je t'aimerai toujours, Henri. Voilà. Il ne reste plus qu'à imiter la signature de son défunt mari, ce qui n'est qu'un jeu d'enfant. Il oubliait si souvent d'endosser les chèques de son salaire qu'elle avait été obligée d'apprendre à contrefaire sa signature pour pouvoir les toucher à la banque. Merci, Henri. Pour une fois, l'un de tes défauts aura été utile à autrui. Bettina relit la lettre. Henri, oui, c'est bien le genre de missive qu'aurait écrit ce cher crétin. Tout est parfait, tout est vraiment parfait. Méfiez-vous, Bettina Crumble, méfiez-vous. Le crime ne paie pas, même quand on a tout prévu. Surtout quand on a tout prévu, car la perfection vous joue alors des tours pendables. Le lendemain, Bettina appelle au téléphone la société pour laquelle Henri travaillait depuis 28 ans et demande à parler au directeur. Dès qu'elle l'a au bout du fil, elle commence à pleurer exactement comme l'aurait fait la grande Martha Myers. « Monsieur Abernathy », murmure-t-elle entre 2 sanglots. « Henri m'a abandonné. Il s'est enfui avec une fille des rues, une créature dévergondée. » Le directeur en balbutie d'étonnement. « Quoi? Henri Crumble? Parti avec une femme? Oh, je ne puis y croire, madame. Il était la vertu fait homme. » D'une voix mourante, Bettina lui lit le contenu de la lettre. Puis, il y a un long silence. « Monsieur Abernathy, vous êtes toujours là? »« Oui, madame Crumble. Je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances. Mais il faut que vous vous disiez que c'est la volonté de Dieu. »« Certainement, monsieur Abernathy, certainement la volonté de Dieu. » Elle raccroche et se contemple dans la glace bon marché fixée au mur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, cet imbécile? Bon, n'y pensons plus. Il a avalé cette histoire d'Henri s'enfuyant avec une autre femme, c'est bien le principal. En ce moment, je parie qu'il est en train de raconter à tout le personnel que ce cher Henri, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, n'était en fait qu'un coureur de jupons invétéré. Et je parie que dans la boîte, cette histoire va se répandre comme une traînée de poudre. La semaine suivante, la moitié de la ville défile chez Bettina pour lui exprimer sa compassion. La femme abandonnée offre le thé avec des gestes gracieux. Quel rôle superbe! Dommage que personne ne songe à lui dire qu'elle ressemble à Martha Myers, car alors son bonheur serait total. Chose curieuse, les philodendrons et autres plantes du jardin poussent magnifiquement. Peut-être Henri a-t-il eu raison avec son engrais en pot. À moins que ce soit lui-même qui contribue à ce regain de croissance. Et puis un matin, c'est le sergent Merkin qui vient rendre visite à Bettina. Ou elle le connaît bien, le sergent Merkin. Il habite dans une maison voisine. « Entrez, sergent. Je suppose que vous êtes au courant pour Henri. »« Oui, madame, » répond Merkin. « Et ma femme et moi, on voulait vous dire qu'on est entièrement de votre côté, hein.
Aucun homme respectable ne file avec une autre quand il est marié. Ça, c'est sûr. Je vous remercie, sergent. Vous prendrez bien une tasse de thé. Ben, excusez-moi, madame, mais je suis de service, là. Bettina lui jette un regard surpris. De service? Ben oui. Rapport qu'Henri a disparu par le fait, voyez. Bien sûr, il a fiché le camp avec une grue. Pardonnez-moi l'expression, mais pour nous, au commissariat, il doit être classé parmi les personnes disparues. Alors, ce serait bien que vous veniez remplir les formulaires adéquats. C'est au plus proche parent de le faire, vous comprenez? Ça vous prendra pas beaucoup de temps, si vous voulez bien m'accompagner maintenant. Mais certainement, Répond Bettina en prenant son chapeau. Dites-moi, sergent, vous avez déjà vu Martha Myers, la vedette de cinéma? Bien sûr, répond le policier, très souvent. Pourquoi? Pour rien. Répond Bettina vexée. Pour rien. Au commissariat, le sergent Merking lui montre obligeamment les cases qu'il faut remplir dans les formulaires et celles qui doivent rester en blanc. Tout se passe très bien, dans une atmosphère très cordiale. La seule fausse note, c'est la présence d'une blonde vulgaire, assise sur un banc, les jambes croisées et la jupe relevée très haut. Elle a vraiment l'air d'une femme des rues, et Bettina se retient pour ne pas lancer une remarque désobligeante. C'est sans aucun doute une prostituée qui a maille à partir avec la justice. À présent, le formulaire est définitivement rempli. Le sergent Merking lui demande alors de s'asseoir devant son bureau. Le téléphone sonne. Il décroche et une expression de surprise passe sur son visage. Vraiment? Pas possible. Ah bah si je m'étais attendu à ça, les gars. Hein? Ah ouais, bien sûr. Non, bah ça, faut jamais jurer de rien, hein? Allez, salut! Il raccroche et fixe la visiteuse d'un air grave. On a retrouvé votre mari. Quoi? Balbutie Bettina. Ben oui, madame. Des collègues sont allés chez vous pendant que vous étiez ici. Ils l'ont découvert sous les philodendrons. Bettina se lève d'un bond, emportée par l'émotion. Mais que ferait dans cette situation la grande Martha Myers? Mais enfin, sergent, c'est impossible. Henri m'a écrit. Il s'est enfui avec une créature, une fille des rues. Et d'abord, pourquoi l'avez-vous donc cherché dans le jardin? Pourquoi avoir pensé qu'il lui était arrivé quelque chose dans sa propre maison, où il avait une épouse qu'il adorait? Pourquoi ne serait-il pas parti avec une autre? C'est alors que la blonde s'avance et pointe son doigt sur elle-même en s'écriant d'une voix vulgaire. C'est moi qui leur ai dit qu'il était parti avec personne. Il n'aurait pas pu s'enfuir avec une autre, vu que l'autre, c'était moi, ma chère. Moi, Vera Gipsy, en personne. Tous les jeudis soirs que Dieu fait, après avoir passé juste quelques minutes au billard, votre cher Henri venait me voir. Mais je vous prie de croire qu'on se donnait du bon temps, tous les deux. Jamais le copain Henri se serait tiré sans emmener sa petite pomme d'amour, comme il m'appelait. Bettina sent le monde s'effondrer autour d'elle. Tout son beau rêve d'indépendance s'écroule. Elle voit les murs du commissariat danser la sarabande et, au moment de s'évanouir, la voix du sergent Merkin lui parvient lointaine, comme venue d'un autre monde, pour lui donner le coup de grâce. « Mademoiselle Gipsy, dit-il à la blonde vulgaire, personne vous a jamais dit que vous ressembliez à Martha Myers, la célèbre vedette de cinéma ?